Bienvenue dans l'événement du dimanche, ravi de vous retrouver. Bonjour Mathilde Panot. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. 1 heure d'interview avec à mes côtés pour vous interroger. Arlette Chabot, bonjour à vous. Bonjour. Énormément de thématiques à aborder ensemble dans une période internationale très troublée. Vous avez assisté à une réunion cette semaine avec le Premier ministre François Bayrou et Sébastien Lecornu. On y reviendra. On parlera évidemment aussi des propos de Bruno Retailleau sur l'Algérie, la loi narcotrafic qui arrive au Parlement cette semaine, et puis cette manifestation contre l'extrême droite et le racisme, et un visuel qui a fait très polémique. On y reviendra ensemble. Mais d'abord, effectivement, cette situation internationale, les propos du président de la République ce matin dans la presse quotidienne régionale, on souhaite y revenir avec vous. Il le dit notamment, il précise son plan, ce plan franco-britannique, et il le dit, l'envoi de troupes pour sécuriser un éventuel cessez-le-feu, s'il était finalement signé. Quelques petits milliers d'hommes par nation. L'Ukraine est souveraine. Ce n'est pas à la Russie de l'accepter ou pas. Êtes-vous d'accord avec cette position ? Alors, le problème de ce qui est dit et fait par Emmanuel Macron et d'ailleurs par les autres dirigeants européens depuis maintenant plusieurs jours, c'est qu'ils ont sorti la France et l'Europe de l'histoire. Parce que vous avez en ce moment des pourparlers de paix qui se sont tenus d'abord directement entre Poutine et Trump, ce qui est un problème, en l'absence des Ukrainiens. Ensuite, il y a eu des discussions entre les États-Unis et les Ukrainiens, mais les Européens sont complètement absents des discussions, et c'est notamment l'impasse dans lequel nous avons été mis par des années et des années de politique atlantiste où d'un coup, ébahis, on découvre que les États-Unis n'ont pas les mêmes intérêts que les nôtres. Je vais vous répondre très précisément sur la question que vous avez posée. Nous, sous mandat de l'ONU, que ce soit des casques bleus ou sous mandat de l'ONU, nous sommes d'accord pour que la France des Français puissent être là pour assurer les garanties et notamment s'assurer que les garanties de sécurité mutuelle soient bien respectées pour une paix durable. Sous mandat de l'ONU, à chaque fois. Sous mandat de l'ONU. Mais sinon, nous ne sommes pas d'accord. Parce que si on dit que la Russie ne serait pas d'accord avec ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Que la France rentre directement en co-belligérance contre une puissance nucléaire. Et alors là, on est dans une situation qui est complètement différente. Donc, ce que nous voulons, nous, c'est que, évidemment, les Ukrainiens soient autour de la table, que ce soit avec un mandat de l'ONU et qu'on travaille à une paix juste et durable. Et les Européens ont aussi des garanties de sécurité à demander. Par exemple, nous demandons qu'on rétablisse un traité sur les missiles intermédiaires qui avait été arrêté, notamment avec le désengagement de la Russie et des États-Unis en 2019. Et on comprend bien sur les missiles à portée intermédiaire que ça concerne directement les intérêts des Européens. Donc le problème, c'est que nous ne sommes plus autour de la table et qu'on a beau gesticuler dans tous les sens. Le problème, c'est que nous sommes effacés de cette histoire. Arlette. Alors, il y a plusieurs questions. D'abord, l'ONU, il peut y avoir un veto de la Russie si elle n'est pas d'accord avec l'envoi de troupes. Donc, et il y aura un veto de l'ONU. Il y aura un veto. Deuxièmement, on voit bien, par exemple, on a vu au Liban, les troupes, l'ONU, la FINUL. Difficile de résister, totalement inexistante. Puis troisièmement, ce que vous dites, s'il y a des troupes d'une coalition avec des Européens, mais au-delà, parce que l'Australie pourrait participer, la Turquie aussi pourrait participer à cette force, le Canada. Donc la Russie dit, et c'est exactement la thèse que vous venez de reprendre, il viendrait des co-belligérants s'ils venaient sur le sol ukrainien. L'Ukraine pourrait demander à accueillir cette coalition. Vous dites non. Et là, c'est exactement la thèse de Poutine et de Moscou que vous développez. Alors, Madame Chabot, juste pour commencer par votre première question, qui est une question d'ailleurs que moi j'avais posée directement lors de cette réunion qu'on avait avec Monsieur Lecornu et le Premier ministre. Si la Russie met un veto, ça veut dire que nous ne sommes pas dans le cadre d'un accord de paix. Nous sommes d'accord ? Parce que si nous sommes dans le cadre d'un accord de paix, je ne vois pas pourquoi la Russie mettrait un veto, puisqu'il y aurait un accord sur la manière dont il y a une issue diplomatique à cette guerre. Et je veux répondre à votre deuxième question. La Russie pourrait, pardonnez-moi, juste, mettre son veto au déploiement de ses forces. Mais non, s'il y a un accord de paix, ça veut dire qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. Si, parce que dans d'accord, mais du coup, en fait, on n'est pas dans la même situation. Dans les conditions que pose Vladimir Poutine ces derniers jours, c'est non à l'envoi de troupes. Ils le disent, mais ils l'ont affirmé, considérant que c'était un conflit armé. Ça s'appelle le début d'un conflit une solution diplomatique. Ça s'appelle une solution diplomatique. Et dans le cadre d'une paix négociée, à ce moment-là, on arrive avec un veto de la Russie qui n'existerait pas. Donc je ne vois pas pourquoi on pourrait ne pas utiliser ça veut dire que pour vous, pas de cessez-le-feu et pas de paix, ça veut dire que la Russie a décidé de ne pas jouer le jeu. Ça veut dire que la guerre continue très malheureusement, alors que nous savons que cette guerre dure depuis 3 ans, qu'il y a 1 million de morts et de blessés. Et un sujet dont j'aimerais qu'on parle un peu plus régulièrement, c'est les enfants qui ont été transférés de force de l'Ukraine à la Russie, qui est un d'ailleurs
des motifs du mandat d'arrêt contre Poutine, Vladimir Poutine, sur le mandat international. Mais je vais vous dire, je veux répondre à la deuxième question parce qu'elle est importante. Pendant 3 ans, nous avons dit il n'y aura pas de solution militaire à cette guerre contre une puissance nucléaire. Nous avons dit il faut une solution diplomatique. Et on nous a dit très souvent, et je ne vous dis pas que vous me dites ça maintenant, Madame Chabot, mais on nous a dit très souvent, vous dites la même chose que Poutine, que Vladimir Poutine, ou je ne sais quoi. On nous a accusés d'être défaitistes, d'avoir un esprit munichois. Et je vais vous dire, ce qui est en train de se passer nous donne entièrement raison. Le problème, c'est que après 3 ans, l'Ukraine est maintenant acculée et se retrouve avec une paix qui pourrait lui être imposée, dont nous ne savons pas si elle est durable, sous condition quand même de donner ses minerais et donc son sous-sol à des multinationales états-uniennes dont je ne sais pas si vous savez les montants qui sont exigés, c'est-à-dire 300 milliards, c'est quasiment 2 fois le PIB de l'Ukraine. Donc il y a une différence entre ce que nous proposions dès le départ, c'est-à-dire que les Européens créent un cadre. On proposait l'OSCE, pourquoi pas? Créer un cadre dans lequel ils seraient, dans lequel les Ukrainiens seraient, dans lequel il y aurait des discussions diplomatiques pour arriver à la paix. Vous savez, on ne fait la paix qu'avec son ennemi et qui aurait permis d'avoir un rapport de force plus fort pour l'Ukraine. Parce que quel est le problème maintenant? Pourquoi est-ce que Zelensky est obligé de céder? C'est parce que les États-Unis, non seulement ont gelé l'aide pendant un temps, mais surtout ont arrêté de leur donner des renseignements. Et donc vous aviez des Ukrainiens complètement à l'aveugle, qui ne savaient plus le mouvement des troupes, qui ne savaient plus où cibler les attaques. Les Américains ont arrêté récemment le renseignement. Oui, d'accord, mais en seulement une semaine, ils sont obligés de plier. Pourquoi ils sont obligés de plier? Parce que nous n'avons pas, nous, les moyens de donner ces renseignements. Et le problème, c'est que depuis des années de politique d'alignement sur les États-Unis, dans le cadre de l'OTAN, nous nous sommes affaiblis. Nous nous sommes affaiblis. Donc ce que nous disions depuis le début n'est en rien. Nous ne sommes ni Trump ni Poutine, nous voulons une France alignée au service de la paix. Et donc il faut une paix négociée. Nous n'en sortirons pas autrement. Mais vous croyez à la sincérité de la Russie? C'est la question que pose une interrogation posée par le président de la République ou d'ailleurs le Premier ministre britannique. Est-ce que sincèrement, la Russie veut la paix? On voit bien qu'il n'y a pas de réponse claire aux propositions qui ont été faites, notamment à Donald Trump, même si on continue à négocier. Est-ce qu'ils veulent vraiment la paix ou est-ce qu'ils veulent pour l'instant gagner du temps pour améliorer leur situation militaire? Quelle est en tout cas, ce qui est évident, c'est que nous avons une guerre d'agression où la Russie a délibérément violé les frontières de l'Ukraine et met en cause la souveraineté d'un État. Et nous ne pouvons pas accepter ça, parce que si la Russie le fait, d'autres États peuvent le faire partout, et donc à la fin, vous n'avez plus aucun droit international qui compte. Et d'ailleurs, l'humiliation de Zelensky dans le bureau ovale avait une valeur de leçon pour le monde. Trump est en train d'expliquer au monde que désormais, c'est la loi du plus fort qui doit prévaloir. Et nous ne pouvons, nous Français, nous Européens, absolument pas accepter ça. Donc, il est évident, et ça d'ailleurs nous a été dit, que la Russie peut continuer encore la guerre longtemps. Elle peut la continuer. Donc je ne crois pas que la Russie veuille d'un coup directement avoir la paix ou je ne sais quoi. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on agit et on pousse à ce qu'il y ait une fin pour ce conflit qui provoque tant de souffrance du côté ukrainien principalement, mais je veux le dire aussi, chez le peuple russe aussi. Nous, par exemple, nous sommes le seul mouvement politique français à avoir non seulement aidé à sortir, accueilli et pris en charge depuis maintenant 3 ans des opposants à Poutine et des opposants à la guerre, donc qui sont des Russes favorables à la paix. Mais donc il est sincère ou pas, Poutine? La vraie question, c'est la question que vous posez, c'est est-ce qu'il est sincère quand il dit une sorte de oui mais ou de non mais aux propositions de cessez-le-feu? Mais probablement il a envie de paix ou pas? Probablement pas. Mais non, probablement pas. Mais la question c'est qu'est-ce que vous faites? Ok, moi la question c'est à partir du moment où vous avez posé ça, c'est Vladimir Poutine qui a violé le droit international. À partir du moment où vous avez donc quelqu'un qui sort de toutes les règles internationales et provoque une guerre d'agression, je rappelle 1 million de morts et de blessés depuis 3 ans avec 2 enfants chaque jour. Bon, à partir du moment où vous avez dit ça, qu'est-ce que vous faites? Soit vous continuez sur une politique va-t-en-guerre, ce qui a été fait depuis 3 ans, en expliquant que l'Ukraine va gagner, avec aujourd'hui l'Ukraine. Il n'aurait pas fallu soutenir l'Ukraine comme l'Europe l'a fait en l'armant et en la soutenant financièrement. C'est ce qu'on comprend un peu entre les lignes quand vous dites cela. Mais pas du tout. Pas du tout. Nous sommes favorables et nous avons toujours été favorables au soutien de l'Ukraine. Parce que, y compris, je le redis, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la situation de la résistance ukrainienne détermine le rapport de force de négociation. Et le problème que nous avons maintenant, c'est de voir que les Européens font comme si Trump n'avait pas changé de stratégie, font comme si Trump n'était pas directement en lien avec Poutine et que donc ils imposaient leurs propres conditions, y compris qu'ils sont prêts à imposer
une paix qui sera, en plus, je ne suis pas durable du tout, mais une paix aux Ukrainiens sous les conditions de Poutine. C'est ça qui est grave. Donc, soit vous faites une stratégie va-t-en-guerre en disant c'est pas grave, on va continuer, alors que nous savons que l'Ukraine ne peut pas tenir, notamment sans les renseignements états-uniens, ou alors on met toute sa force pour avoir une issue diplomatique. C'est ce que nous ne cessons de dire. Vous dites la diplomatie, se mettre autour d'une table. Donc, on aimerait vous interroger, et on va y venir, sur la réunion de jeudi dernier autour du Premier ministre et de Sébastien Lecornu. Mais d'abord, avec Arlette, on s'interrogeait sur qu'est-ce qui, du point de vue de la France insoumise, des conditions posées par Vladimir Poutine, qu'est-ce qui est, à vos yeux, acceptable ou pas? Parce que ces conditions sont extrêmement nombreuses. Il y a évidemment le non-accès à l'OTAN, il y a ces territoires annexés, il y a le désarmement de l'Ukraine, une forme de neutralité, la sortie de Zelensky aussi, parce que c'est clairement opposé. On sait que des négociations ont lieu, que des hauts responsables américains sont en contact avec des opposants à Zelensky. Qu'est-ce qui, dans toute cette liste-là, si on vous entend, vous plaidez pour une forme de diplomatie et de tour de table avec tous ces acteurs-là, qu'est-ce qui est acceptable de vos points de vue quand pose Poutine toutes ces conditions? Alors, je vais vous dire, nous, les conditions qu'on voudrait poser comme garantie de sécurité mutuelle, mais je redis ce que je disais tout à l'heure, qui est quand même important à comprendre, c'est que quel que soit ce que les uns et les autres disent, du fait de la stratégie qui a été utilisée depuis 3 ans et même depuis des années, qui nous ont affaiblis, notamment dans notre possibilité d'avoir une indépendance dans la défense, de ce fait-là, nous ne sommes pas autour des tables des négociations. Je veux quand même le redire parce que nous sommes ainsi sortis de l'histoire. L'Europe, c'est pas la France. La France, elle est indépendante. On en parlera tout à l'heure en matière de défense. On en parlera. C'est un bon sujet pour après. Mais du coup, je vais vous dire ce que nous, on pense qu'il faudrait mettre comme garantie de sécurité mutuelle. Dans les objectifs qui étaient pointés sur les objectifs côté ukrainien. Donc évidemment, il y avait l'intégrité de la souveraineté territoriale de l'Ukraine, notamment le retrait des troupes russes Donbass, Crimée, et le fait que l'Ukraine puisse adhérer à l'OTAN. Ces 3 objectifs ne seront pas tenus. Et tout le monde le sait aujourd'hui. Je veux dire, on peut faire semblant que ce n'est pas vrai, mais ces 3 objectifs ne seront pas tenus, notamment parce que dans les garanties de sécurité mutuelle à apporter aux Ukrainiens, mais ceux que vont demander les Russes, il y a évidemment la non-adhésion à l'OTAN de l'Ukraine. Ce qui fait dire, quand vous dites que ça ne sera pas tenu, pardonnez-moi, à certains de vos anciens partenaires, il faut les qualifier comme ça, que finalement vous avez un discours qui confine à la capitulation de l'Ukraine. Voilà c'est ce qu'on nous dit depuis 3 ans. Et si on nous avait écouté depuis 3 ans, eh bien, nous aurions eu un cadre avec les Européens autour, avec les Ukrainiens, et qui aurait fait que l'Ukraine aurait été dans une meilleure position pour sortir de la guerre avec sa souveraineté territoriale. Je vais vous dire, nous, ce que nous exigeons. Première chose, c'est que en cas, par exemple, sur Crimée et Donbass, nous voulons des votes d'autodétermination sous égide de l'ONU. Ensuite, nous voulons une protection pour les Européens, notamment la question, je le disais, du rétablissement du traité sur les missiles intermédiaires, mais aussi nous voulons des casques bleus dès maintenant, autour des réacteurs nucléaires dont nous avons dit maintes fois que s'ils étaient touchés, ce serait une catastrophe dans la catastrophe. Nous voulons, par exemple, le retour des enfants dont je parlais juste avant, qui ont été transférés de force. Enfin, vous avez même si on ne connaît pas le nombre exact, mais on pourrait parler de 20 000 enfants ukrainiens qui seraient actuellement en Russie. Ensuite, nous voulons la possibilité du retour des réfugiés et des déserteurs qui puissent avoir un droit au retour. Et évidemment, je le dis, mais c'est le b.a.-ba, mais il faut que l'Ukraine soit autour de la table, non pas après les négociations entre Trump et Poutine, mais directement autour de la table avec les Européens. Donc, il y a... Ce que je veux dire par là, c'est que tous ceux qui nous ont amenés dans une stratégie va-t-en-guerre sont responsables de cette impasse. Donc, vous ne pouvez pas nous dire que nous sommes pro-Poutine. C'est bien sûr la Russie, vous dites, dénoncer l'agression, mais qui d'autre? C'est-à-dire ces Européens. Mais tous ceux qui ont dit que nous capitulions, exactement ce que vous venez de dire à l'instant. C'est Emmanuel Macron qui, stratégie va-t-en-guerre, quand vous citez, c'est lui qui visait aussi? Ça dépend de quel Macron vous parlez. Alors quand il parlait d'envoyer des troupes comme ça françaises en nous mettant directement co-belligérants, oui, je crois. Quand par exemple Emmanuel Macron essayait, lui, de faire des pas diplomatiques, ce qu'il a essayé de faire à un moment. Donc ça dépend de quel Emmanuel Macron vous parlez. Mais je parle, puisque vous disiez tout à l'heure que nous étions pour la capitulation, qu'est-ce qui va se passer Je ne dis pas que vous êtes pour, je dis que certains de vos opposants vous le reprochent à le point du doigt. Qu'est-ce qui va se passer si l'Ukraine accepte, est forcée d'accepter des conditions qui sont absolument drastiques, qui sont les conditions de Poutine? Qu'est-ce qui va se passer? Ça sera la responsabilité de ceux qui n'ont jamais essayé avant
de faire en sorte qu'on trouve un accord de paix durable qui ne mette pas l'Ukraine au pied du mur. Mathilde Parce que Panot, c'est ce qui est en train de se passer. Sur la réunion de jeudi, oui. Il y a des informations confidentielles visiblement qui vous ont été transmises. Vous avez parlé d'une réunion bien trop longue. Est-ce que vous avez d'abord appris des choses ? Est-ce que des renseignements qui vous ont aussi éclairé sur la situation ? Est-ce que vous sortez de là en disant qu'aujourd'hui la menace, c'est la Russie. La Russie constitue une menace existentielle pour l'Europe. Alors, c'est Emmanuel Macron lui-même qui le dit, et d'ailleurs, ça nous a été confirmé dans cette réunion, et je ne trahis aucun secret en disant cela. Évidemment, la Russie est une menace pour l'Ukraine, c'est une évidence, c'est une menace directe depuis maintenant 3 ans, mais comme ça a été dit à la fois par Emmanuel Macron et à la fois redit dans cette réunion, la Russie fait des tentatives de déstabilisation donc sur différents pays, dont la France, ça, c'est une évidence. Mais la Russie n'est pas une menace directe pour la France. Pourquoi ? Parce que Mme Chabot l'a dit tout à l'heure. Parce que la France a la chance d'avoir la dissuasion nucléaire. Et que donc, évidemment, la France est protégée par rapport à beaucoup d'autres pays. Donc, que ça soit une menace directe pour la France, non, ce n'est pas vrai. Et je vais vous dire ce qui s'est passé dans cette réunion et qui est assez symptomatique. Sur la déstabilisation de nos démocraties, pardonnez-moi si. Oui, j'ai dit le mot déstabilisation juste avant. Oui. Voilà. Mais est-ce que là, il va y avoir des chars russes qui arrivent dans Paris ? Non, ce n'est pas vrai. C'est ça que je suis en train de vous dire. D'accord. Mais sur la réunion qui était quelque chose... Bon, c'est un exercice qui est intéressant parce que on a les différents états-majors qui font des points sur quelle est la situation, y compris en Ukraine, quelle est la situation pour la France. C'est intéressant. Mais il y a 2 choses qui me gênent dans la réunion que nous avons eue. La première, c'est que nous ne voulons pas juste être consultés dans une réunion, aussi longue soit-elle. Nous voulons pouvoir être décidés. Nous voulons pouvoir voter. Et je veux alerter sur le fait qu'on nous a déjà essayé par 2 fois, en quelque sorte, d'étouffer la démocratie dans notre pays. Je vous rappelle le Covid, au début, au moment où le président de la République parle du confinement, il dit 6 fois nous sommes en guerre, et ensuite c'est le Conseil de défense dont nous n'avons aucune idée des décisions qui sont prises et aucune responsabilité derrière des décisions qui ont été prises à ce moment-là. Et puis vous avez surtout l'élection présidentielle de 2022, au moment justement du début de la guerre d'agression de Russie en Ukraine, où Emmanuel Macron refuse tous les débats avec les différents candidats, alors que c'était le moment de choisir la grande orientation pour les 5 prochaines années pour le pays. Et il dit à chaque fois, parce que nous sommes en guerre, du coup, il n'y aura pas de débat démocratique. Et nous, ce qui nous inquiète dans ce qu'on est en train de vivre maintenant, dans le fait de se lancer dans une économie de guerre et autres, c'est qu'on étouffe la démocratie. Donc nous voulons voter. Et deuxième chose, excusez-moi, Madame Chabot, juste rapidement, et vous allez rebondir. La deuxième chose qui m'a gênée, c'est que ça a été dit très directement, d'ailleurs par le Premier ministre lui-même, c'est que nous étions là pour mobiliser les esprits, pour préparer les esprits et les aider dans l'opinion à ce qu'il faille encore beaucoup augmenter les budgets militaires. Parce que l'inquiétude est là. Baisser les autres. On allait y arriver. C'est effectivement l'augmentation du budget de la défense. Alors vous disiez en gros, vive De Gaulle, merci pour avoir décidé la dissuasion nucléaire. Pas sur tous les sujets, mais sur ça, oui, évidemment. Oui, mais sur d'autres sujets comme la résistance que De Gaulle a fait avec beaucoup d'autres forces. Absolument. Alors, loi de programmation militaire, vous ne l'avez pas votée. Dans quelque temps, effectivement, il y a une grande réflexion qui va vraiment entrer dans le dur, si j'ose dire, c'est l'augmentation du budget de la défense. D'abord, est-ce que vous pensez qu'il faut augmenter le budget de la défense français ? Alors ça dépend pour faire de 2 quoi ? à 3,5%. Je vais vous dire, Madame Chabot, ça dépend. Sur le principe, c'est nécessaire ou pas déjà ? Ça dépend pour quel besoin. Je vais vous dire, moi j'ai un problème avec l'économie de guerre dont on est en train de parler. Le premier, c'est que nous ne sommes pas dans une économie de guerre. Vous connaissez l'histoire. Une économie de guerre, c'est un moment où on met 20 à 30% de son PIB dans la défense. Ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Et on n'est pas en transformer nos lignes de production pour fabriquer des chars. Exactement. Donc ce n'est pas ça. Bon, ça c'est la première chose. Donc nous voulons avoir ce qu'on a appelé une économie de paix, une économie des besoins, dans lequel la défense rentre en ligne de compte. Madame Chabot, je vais vous expliquer pourquoi. Quand je dis pourquoi faire, pour répondre à quels besoins ? Évidemment que nous voulons, quand nous disons que la France soit non alignée et indépendante, qu'elle puisse répondre à la fois aux agressions qui pourraient lui être faites de manière directe, mais aussi aux nouvelles menaces qui pèsent sur la France, mais sur le monde, c'est-à-dire les cyberattaques, des attaques bactériologiques, des attaques, je le dis quand même, nous sommes le pays le plus nucléarisé au monde par son nombre d'habitants, donc des attaques sur notamment des installations nucléaires, qui est une faiblesse majeure de la France sur cette question. Donc nous, si il y a des besoins... L'effort est porté sur ces sujets, cyberattaques, etc. Oui, mais n'êtes pas hostile à une augmentation du budget de la défense. En fait, le principe. Nous, pour défendre les intérêts vitaux de la France, nous ne sommes pas
hostile à, s'il y a des besoins, à augmenter des dépenses de défense. Dans les proportions annoncées par notamment le ministre Lecornu, 100 milliards d'euros par an. Encore une fois, quand on leur demande 100 milliards, ils nous disent c'est un extincteur qui a été utilisé, on est en train d'évaluer les besoins, donc en fait ils ne savent rien de ce qu'ils sont en train de faire. La France est spectatrice de ce qui est en train de se passer. C'est ce qui me pose un problème profond. Spectatrice, mais soutien aussi de l'opinion dans ce que vous dites, et on disait avec Arlette. Attendez, parce que j'ai pas terminé sur l'économie des besoins. L'économie des besoins, c'est à la fois, s'il y a des besoins dans la défense, nous les remplirons. Et nous savons aussi qu'il y a des besoins immenses sur la question des hôpitaux de ce pays, sur la question de l'éducation. Vous avez vu, il y a 5000 classes qui sont en train de fermer. Sur la question juste de pouvoir vivre dignement, il y a 1,2 million de familles qui se retrouvent avec des coupures d'électricité. Non, attendez. Mais parce que tout ça, ça a une condition. Oui, mais il y a une forme de contradiction dans ce que vous dites aussi. Parce que vous dites, parce que vous dites, on a été spectateurs, on n'est pas à la table, l'Europe n'a rien fait. Si là, on n'est pas à ce moment-là de notre histoire et d'une forme de basculement, de changement d'alliance, on ne se prépare pas justement à cela, vous le reprocherez aussi au gouvernement qui n'ont rien fait. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Moi, je veux rien faire, spécialement, je ne suis pas aux manettes. Mais est-ce qu'il n'y a pas urgence à agir et réinvestir dans notre défense ? Qu'il faut urgemment faire une course à l'armement. Vous croyez que c'est avec des chars, par exemple ? La seule attaque qui a été citée par Emmanuel Macron, c'est les hôpitaux. Vous croyez que c'est avec un char qu'on lutte contre des cyberattaques ? Mais l'investissement du budget de la défense, des budgets de la défense, n'est pas ciblé uniquement vers l'investissement dans les chars. C'est pour ça que je dis pourquoi faire. Et quand je dis qu'il y a d'autres budgets sur lesquels il faut augmenter des choses, qui sont des besoins, pour répondre à des besoins, il y a une condition à cela. Et cela s'appelle le partage des richesses. Cela s'appelle faire contribuer enfin les riches de ce pays qui se gavent sur une politique de malheur. Et je vais vous dire, quand a été inventé l'impôt sur le revenu, si vraiment ils veulent parler d'économie de guerre, 1914. Quand il y a eu une taxe sur les profiteurs de guerre, 1916, qui à l'époque avait été votée par l'unanimité de l'Assemblée avec une seule voix contre. Donc, nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'on nous explique, avec un concours Lépine, qu'il faudra investir dans les canons plutôt que dans les loisirs des retraités, comme le dit le directeur général de la BPI, qu'il va falloir faire la retraite par capitalisation, qu'il va falloir travailler non plus 35 heures, mais 36 heures. Nous ne sommes pas d'accord pour qu'on attaque les droits des Français en utilisant justement le contexte international et en faisant monter une peur qui ne correspond pas à la réalité de ce qu'est notre pays. Donc nous sommes d'accord pour investir selon les besoins. Mais je veux dire une dernière chose, excusez-moi, mais c'est important. Si l'investissement supplémentaire qu'ils voudraient mettre dans la défense, c'est pour s'aligner encore plus sur les États-Unis, nous ne sommes pas d'accord. Parce que quand vous voyez l'Europe de la défense, il y a une volonté d'acheter européen et d'investir européen qui est affichée. Est-ce que vous savez que pendant des années, la moitié de ce qui était acheté dans les pays de l'Union européenne sur la question de la défense, c'était directement états-unien. Et qu'aujourd'hui, ce n'est même plus 1 euro sur 2 qui va aux États-Unis, c'est 2 euros sur 3 qui sont dépensés qui vont aux États-Unis. Justement, Emmanuel Macron dit aux entreprises françaises, notamment Dassault, d'aller vendre le Rafale en Allemagne et ailleurs en Europe pour qu'ils arrêtent d'acheter des F-35 américains. Oui, c'est très bien, mais ça arrive un peu tard. Ça arrive un peu tard et je vais vous dire, nous, c'est exactement ce que j'ai dit d'ailleurs pendant la réunion, nous croirons le gouvernement sur la question de la défense lorsqu'ils auront nationalisé Vancorex, qui est indispensable à l'autonomie de la dissuasion nucléaire et qui met quand même 6500 emplois en jeu. Donc nous les croirons quand ils auront commencé à faire ça. Parce que maintenant, il y a eu 12 000 emplois industriels détruits depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Donc maintenant, la désindustrialisation à tout va, ça suffit, c'est ça qui justement nous affaiblit. Mais augmenter la production d'armes pour que la France puisse les vendre, notamment aux partenaires européens, surtout s'ils se détournent des armes américaines. Sur le principe, vous êtes hostile ou vous dites oui. Mais encore une fois, c'est ce que je disais sur le pourquoi faire. C'est les besoins. Quand même simple. Et se protéger. On n'a pas de canon, on n'a pas d'obus. Qu'il y ait des décisions démocratiques, qu'on arrête d'étouffer la démocratie au prétexte d'un contexte international. Oui, d'accord, mais... Il y aura un débat au Parlement sur le budget de la défense. Oui, d'accord, mais pour l'instant, nous n'avons pas eu de débat sur ce qu'est en train de faire... Enfin, nous avons eu des débats, mais sans aucun vote sur ce qu'est en train de faire la France. Donc ça, c'est la première chose, puisque le débat que nous avions demandé au Parlement au titre de l'article 50-1 de la Constitution n'a pas donné lieu à un vote comme nous le demandions. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, démocratie, la deuxième chose, c'est répondre à des besoins, qu'on nous explique exactement quels sont les besoins, à quoi ça va correspondre. Et si c'est pour nous aligner encore plus et être encore plus dépendants des États-Unis, nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes d'accord, nous, pour qu'on défende les intérêts vitaux de la France, qui, je le rappelle, ne sont pas seulement européens, mais dans tous les océans du monde, notamment avec les territoires dits ultramarins. Ici même, à votre place, il y a quelques jours, un ancien ministre du budget, désormais au commerce extérieur, le disait, ce serait une grave erreur, tout simplement, de revenir sur la retraite à 64 ans.
ce conclave sur les retraites a lieu en ce moment même avec les partenaires sociaux. Et un ancien Premier ministre, là, le dit, un conclave complètement hors sol. Comment voyez-vous les choses se passer quant à cette discussion ? Est-ce que vous voyez déjà ces négociations enterrées ? Mais vous voyez l'état d'esprit dans lequel on est en train de mettre le pays. Je veux dire, on a encore eu, il y a quelques jours, un record de dividendes versés aux entreprises du CAC 40, aux actionnaires des entreprises du CAC 40. On a des ultra-riches qui n'ont eu de cesse de s'enrichir avec des fortunes qui ont été multipliées par 2 depuis 2017, des dividendes, le montant des dividendes multiplié par 2 depuis 2017, et on a une augmentation dramatique de la pauvreté dans ce pays. Et nous avons d'ores et déjà des effets de la retraite à 64 ans. Par exemple, nous avons appris là aussi, il y a quelques jours, qu'il y a 2 fois plus de salariés du privé après la réforme passée de force sur la retraite à 64 ans qu'avant la réforme, qui partent avec une décote parce qu'ils n'arrivent pas à arriver jusqu'à l'âge où ils peuvent avoir leur retraite à temps plein. Il y a 30% en plus de départs pour invalidité. Exactement ce que nous avions dit depuis le début. Donc nous ne sommes pas d'accord pour qu'on explique qu'il faille soit embrigader la jeunesse, soit mobiliser tout l'argent pour... nous ne sommes pas en guerre. Il n'y a pas d'économie de guerre à avoir. Nous sommes d'accord pour nous défendre et avoir les intérêts stratégiques de la France qui sont conservés, y compris face aux plus grands défis du XXIe siècle, dont nous ne parlons plus jamais, c'est-à-dire comment conserver un écosystème compatible avec la vie humaine. Donc nous n'étions pas d'accord avec le conclave. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dès le départ, dans la lettre de cadrage, M. Bayrou a dit qu'il ne faut pas de dérapage budgétaire, il faut rétablir l'équilibre budgétaire. Je vous rappelle que la retraite à 64 ans qu'ils ont passée contre tous les syndicats de ce pays, contre l'Assemblée nationale même et contre l'immense majorité du peuple français par un 49-3, a été faite pour rétablir l'équilibre budgétaire. Donc on va nous faire ça à chaque fois et on voit bien que ce qui a été gagné notamment par le Parti socialiste, n'est en fait qu'une fumisterie dont par ailleurs un syndicat est déjà sorti, d'autres syndicats ne sont pas présents. Force ouvrière en l'occurrence. Donc moi je vous le dis, il suffit d'une chose, d'un vote, qu'on nous laisse enfin voter, alors qu'on ne l'a pas laissé au moment où c'était notre niche parlementaire, donc le seul jour où nous pouvons décider de l'ordre du jour, qu'on nous laisse voter sur l'abrogation de la retraite à 64 ans. Vous n'aurez pas de majorité, vous le savez, là-dessus. À l'Assemblée, vous rigolez, bien sûr que si, nous avons une majorité. En vous alliant avec le Rassemblement national ? En ayant un vote de l'Assemblée, qui est un vote de l'Assemblée des députés qui ont été élus par le peuple français aux dernières élections, qui a fait que non seulement la Macronie a été largement battue, mais en plus de cela, que la retraite à 64 ans et même la retraite à 60 ans que nous portons dans notre programme a gagné les élections. Donc maintenant, ça suffit de s'attaquer à nos droits à tout va. Oui, nous avons besoin, et je vais vous dire même ce que ça veut dire sur la civilisation du temps libéré que nous nous portons. Réalisez qu'il y a 40% des maires de ce pays qui sont des retraités, n'en déplaise à la BPI, qui sont des jeunes retraités, qui sont utiles pour la société. 50% des présidents d'associations sont des jeunes retraités. Et même un tiers des bénévoles de ce pays, c'est-à-dire 4 millions de personnes sont des retraités. Donc ça suffit maintenant. S'inspirer du modèle danois, c'est non. 70 ans. Utiliser un prétexte pour aller à la retraite jusqu'à 70 ans, c'est ça que le modèle danois. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Nous ne serons jamais d'accord avec cela. Vous avez utilisé au moins 2 reprises l'expression embrigader la jeunesse. Alors le président de la République, dans cette fameuse interview à la presse quotidienne régionale, dit pas question de rétablir le service militaire, parce que ça ne correspond pas effectivement au modèle de défense d'aujourd'hui. En revanche, il va faire des propositions très différentes sur le service national universel. Propositions, donc par définition pour l'instant on ne les connaît pas. Est-ce que vous pensez que c'est bien, c'est utile, ou est-ce que le service national universel sur la base du volontariat, c'est quand même une manière d'embrigader la jeunesse, comme vous dites ? En tout cas, la manière dont a été fait l'expérimentation du service national universel, qui d'ailleurs n'a pas ensuite été généralisé. Pourquoi ? Parce que c'était un fiasco absolument complet. Et donc, oui, avec un embrigadement, oui, avec par exemple la Cour des comptes qui a pointé des dépenses mirobolantes pour un effet ridicule qui a été fait. Et je vais c'est quoi l'embrigadement ? Juste pardonnez-moi, à quel moment vous voyez un embrigadement de jeunes de 15-17 ans Non, vous n'avez qu'à voir, Madame Chantrey, le nombre d'humiliations qu'il y a eu, de problèmes qu'il y a eu au sein du SNU, vous n'avez qu'à regarder par vous-même. Il y a malheureusement de nombreux scandales autour du service national universel. Mais je vais vous dire, si le président de la République veut aller vers quelque chose. Par exemple, nous proposions à un moment qu'il y ait des sortes de services civiques, de mobilisation civique qui puissent être faits, notamment parce que nous avons besoin, à l'heure du dérèglement climatique, à l'heure où nous le savons, les événements climatiques extrêmes vont se multiplier. Vous avez vu ce qui s'est passé à Mayotte, ce qui s'est passé à La Réunion avec un cyclone le plus grand,
le plus désastreux depuis 1962 au moins, ce qui s'est passé en Ille-et-Vilaine avec les crues historiques. Et donc, à chaque fois, nous aurons besoin de volontaires pour aider à faire le rétablissement des lignes électriques, à réparer les différents dégâts. Ça, par exemple, ça pourrait être intéressant comme mobilisation d'une société et d'une nation autour de grands enjeux qui sont les enjeux même de la question de la disparition de notre espèce. Pas la défense nationale, c'est ce que vous dites en gros. Pourquoi pas, mais en tout cas... Si c'est sur le modèle du SNU, nous n'avons absolument aucune confiance là-dedans. Voilà. Aucune confiance, mais malgré tout, vous entendez aussi, dans l'opinion, on parle d'un effet drapeau. Une enquête d'opinion récente dit que 61% des Français se disent favorables à ce retour du service militaire. Emmanuel Macron a fermé la porte à cela, mais il y a quand même quelque chose dans la population que vous entendez. Oui, mais écoutez, demandez par exemple à la population s'ils veulent, par exemple, avoir l'ensemble des jeunes qui font un service militaire, des troupes françaises qui se trouvent en Ukraine, et que par ailleurs on continue à détruire tous les droits alors que notre pays est dans une situation dramatique. Je vais vous dire par exemple, dans les grandes mobilisations que devrait avoir notre pays, je parlais du dérèglement climatique qui concerne l'humanité tout entière. Mais n'avez-vous pas vu le livre qui a été publié cette semaine, qui s'appelle 4,1 ? Il s'appelle 4,1 parce que c'est le taux de mortalité infantile pour 1000 enfants dans notre pays. Ça veut dire qu'il y a 2800 enfants dans notre pays qui meurent avant l'âge de 1 an. Et que ces 2800 enfants qui représentent 116 classes de maternelle vides chaque année sont principalement dus au fait que nous avons une fermeture massive de maternités dans ce pays. 75% des maternités ont fermé en 50 ans. Et la France, qui était dans un des pays les plus avancés sur la question de la mortalité infantile, se retrouve aujourd'hui en 23e position sur 27 dans l'Union européenne, ce qui est dramatique. Eh bien, par exemple, ça, ce sont des grands débats que nous voulons poser. Et donc, l'idée n'est pas de faire peur à tout le monde en expliquant que nous serions dans une guerre ou je ne sais quoi. L'idée, c'est de s'occuper des grands défis de notre temps. Notre sécurité en fait partie, mais nous avons des grands défis à relever. Et ces grands défis, ce n'est pas en mobilisant toute la population sur une forme de peur, sur une forme de guerre généralisée dont nous ne voulons pas. Nous voulons que la France agisse pour la paix. Mathilde Panot, juste pour être tout à fait complète et avant de passer à une autre thématique, le Premier ministre, à l'instant, confirme dans le contexte international ses non au retour à une retraite à 62 ans. Voilà, vous aviez peut-être senti les choses, mais voilà, la discussion ça prouve bien terminée. Le scandale que c'est. Et ce que je disais tout à l'heure sur la question démocratique qui essaye d'être étouffée, quand vous avez une réforme qui a volé 2 ans de vie au peuple français, passé en force par 49.3, je le disais, contre l'immense majorité du peuple, avec un vote qui a eu lieu, qui a donné très clairement gagnant la question de l'abrogation de la retraite à 64 ans, eh bien c'est un énième déni démocratique et je le dis, nous réussirons à faire abroger cette réforme de la retraite. Parce qu'il n'est pas question qu'on nous explique en utilisant un contexte international que les Français ne peuvent pas revenir à la retraite à 62 ans. Nous sommes le 7e pays le plus riche au monde. Il s'agit d'une question de partage des richesses, de civilisation du temps libéré, de pouvoir, après une vie de travail, prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin de la société. Je parlais tout à l'heure du rôle très important des retraités dans ce pays. Mais vous pensez qu'il faut quand même continuer à discuter parce que des partenaires sociaux, vous leur faites pas confiance, vous pensez que de toute façon... Écoutez, les partenaires sociaux choisissent chacun leur position, c'est pas à moi de leur dire ce qu'ils doivent faire. Mais s'ils trouvent un accord qui pourrait améliorer la réforme, vous n'allez pas dire... Ils viennent de dire qu'ils ne le feraient pas. 62 ans, mais c'est sur l'âge. Mais en même temps, on peut trouver dans son... Des améliorations pour les carrières longues, pour les femmes, pour les femmes, posées sur la table. Rétablissement de nouveau l'équilibre budgétaire, je ne crois pas à ce qu'ils sont en train de faire. C'est juste d'enterrer définitivement une demande qui est ultra majoritaire dans ce pays, c'est-à-dire, il dit directement aux gens, travaillez tant que vous voulez, vous pouvez aller jusqu'à être en invalidité ou autre, mais on ne touchera pas à cette réforme qui a été passée, encore une fois, contre tout le monde et qui a été battue dans les urnes. Donc c'est ça le signal désastreux qui est envoyé, nous ne sommes pas d'accord. Mathilde Panot, évoquons à présent une autre guerre économique, celle-là, et l'annonce, la menace plutôt de Donald Trump, le président américain, de taxer et d'augmenter les taxes à hauteur de près de 200% nos champagnes français, nos vins et autres productions. Quelle doit être la réponse de la France
Œil pour œil, dent pour dent, nous aussi, taxons de 100% les produits américains? En tout cas, c'est évident que nous ne pouvons pas laisser Trump faire ça. Donc, c'est évident qu'il faut répondre. D'abord, il y a une première chose qui rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que la naïveté néolibérale qui, depuis Sarkozy jusqu'à Hollande, puis Macron, nous a enfermés dans une sorte d'affaiblissement de ce que nous pourrions faire, et donc de manière complètement dépendante, avec des droits de douane qui auraient dû être augmentés il y a bien longtemps, par exemple, sur la question des voitures et autres. Lorsque Trump avait augmenté les droits de douane, il y avait une réplique de l'Europe à l'époque déjà. Hein. Et d'ailleurs, sa réponse, c'est de 100%, cette menace. Une première réplique. Je pense qu'il ne faut pas laisser sur les tarifs de l'extrême droite états-unienne nous dicter des choses, donc il faut évidemment répondre. Le problème, c'est qu'on répond au coup pour coup, sans avoir, ce que nous disions depuis des années, préparé une politique de protectionnisme solidaire qui nous permette justement de protéger les différents acteurs économiques concernés. Mais par exemple, sur la question des viticulteurs, en augmentant, si nous répondons avec des droits de douane, nous allons proposer une résolution, c'est Aurélie Trouvé qui va la proposer, qui disent que, par exemple, les nouvelles recettes qui seraient prises par l'État puissent être directement versées aux viticulteurs, notamment pour les aider à faire face au dérèglement climatique. Mais de quelles recettes vous faites bifurquer? Vous parlez des réponses. De la réplique à Trump, qui permettrait de les aider. Voilà, par exemple, une des manières de faire qui permet à la fois aux viticulteurs de pouvoir tenir et qui permet aussi de ne pas se faire écraser par Donald Trump. Je vais vous dire, ce qu'a fait le Mexique est assez exemplaire sur cette question. Parce que la présidente du Mexique, Madame Sheinbaum, a fait des réponses... Retour de Jean-Luc Mélenchon du Mexique, les bonnes recettes de la présidente. Eh bien, exactement, parce qu'elle a répondu de manière extrêmement pragmatique aux menaces qui étaient faites par Trump, par exemple, sur le fait d'expulser un nombre de Mexicains incroyable des États-Unis, qui en fait est un nombre bien moindre que ce qu'avaient fait avant, puisque eux, ils mettent des avions avec, par exemple, des tapis rouges pour accueillir au pays les gens, faire d'une humiliation quelque chose qui est bon aussi pour leur dire qu'ils sont bienvenus ici, répondre de manière extrêmement pragmatique aussi aux menaces qui sont faites, et je crois que c'est ce que nous devons faire, et surtout sortir de la naïveté néolibérale, et notamment des accords de libre-échange à tout va, qui ont affaibli notre pays. Est-ce que sortir de la naïveté, ça passe aussi par le boycott de produits américains? Il y a aussi quelque chose, avec des enquêtes d'opinion qui ont été réalisées récemment, 68% de la population favorable à cela, un certain mouvement qui est en train de naître. Oui, je pense que le boycott est un acte citoyen, qui est un acte intéressant, qui d'ailleurs, on le voit par exemple sur les Tesla, est en train de prendre des proportions énormes dans certaines parties du monde. Et jusqu'à voir le président américain en faire la promotion. Exactement, ce qui est quand même assez incroyable quand on voit un président qui du coup fait la promotion d'une entreprise et de l'homme le plus riche du monde, Elon Musk. Mais oui, je pense que c'est aussi des choses qui sont intéressantes, parce que c'est aussi une pression du coup et un rapport de force qui se joue avec ça. Mathilde Panot, autre prise de position et interview qui nous a marqué ce jour dans Le Parisien. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'exprime, Arlette Chabot, sur ce rapport de force. Il persiste et signe avec l'Algérie. Oui, sur l'humiliation que subirait la France. La France a transmis une liste de personnes qui sont soumises à l'obligation de quitter le territoire français. On va voir quelle est la réaction de l'Algérie. Et effectivement, il laisse entendre, Bruno Retailleau, que en cas de refus de l'Algérie, et s'il ne peut pas avancer, c'est-à-dire en gros il n'y a pas de remise en cause, notamment des accords de 1968, il pourrait très bien partir. Eh bien, je dis, c'est une excellente nouvelle, mais qu'ils partent. Heureusement, pour être sérieuse sur cette question, heureusement que le président de la République est plus mesuré dans ce qu'il dit vis-à-vis de l'Algérie, un pays qui est peut-être le pays au monde avec lequel nous avons le plus de liens d'affection entre des binationaux, de liens d'histoire évidemment avec 132 années de colonisation, de liens économiques aussi. Et donc heureusement que le président de la République est plus mesuré qu'un ministre de l'Intérieur qui d'ailleurs s'octroie des prérogatives que la Constitution ne lui donne absolument pas. Que je sache, il n'est ni ministre des Affaires étrangères ni président de la République. Vous parlez de quelle prérogative en mettant cette pression et de s'ingérer à tout va pour expliquer quelles doivent être les relations avec l'Algérie. Donc M. Retailleau, le ministre de l'Intérieur, est un fauteur de troubles. Et quand vous avez un fauteur de troubles comme lui, qui ne cesse d'utiliser des expressions comme français de papier, comme belles heures de la colonisation, comme régression vers les origines ethniques, et qui n'a rien à dire lorsque des nervis tabassent dans les rues de Paris en criant « Paris est nazi », qui tabassent à Rennes, qui tabassent
place des étudiants à Angers qui refuse de faire un salut nazi parce qu'il est trop occupé à faire une escalade avec l'Algérie. Il y a eu des condamnations de sa part sur ce point. Il n'y a pas eu de condamnation, pas un mot pour les victimes. Je sais, c'est nous qui avons posé la question au gouvernement. Sur ce dossier précis, juste Mathilde Panot des OQTF, et ce refus d'Alger de récupérer ses ressortissants sur leur sol. Vous dites quoi ? Vous comprenez qu'il y ait aussi un émoi, qu'on ne puisse plus non plus tolérer cette situation ? Écoutez, comment on fait pour le faire ? C'est des décisions de justice. Exactement. Le QTF, c'est des décisions de justice. Donc, tout à fait. On doit les faire appliquer. Comment obtenir de l'Algérie qu'elle reprenne ses ressortissants ? Par la diplomatie. Ça ne sert à rien de jouer le rapport de force. Vous trouvez que la relation avec l'Algérie s'est améliorée depuis qu'on a fait ça ? Non, elle ne s'est pas améliorée. Elle était mauvaise avant, elle reste très mauvaise. Oui, elle reste très mauvaise et elle va être encore plus mauvaise et plus dégradée. Et je redis ça avec force, mais jouer l'escalade à tout va, le fait de bomber le torse, le fait aussi de provoquer des blessures chez des millions de nos concitoyens qui sont, encore une fois, liés au peuple algérien, liés au peuple de la Méditerranée, n'aidera en rien. C'est une méthode qui ne sert absolument à rien. Il y a beaucoup d'Algériens qui demandent à ce que ces OQTF soient appliqués et qu'on renvoie en Algérie. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient appliqués ou pas appliqués. Oui, ça a à voir avec le fait que cette méthode ne sert à rien, si ce n'est à provoquer de la tension et de l'escalade entre un pays avec lequel nous sommes historiquement liés. Ouais, sur la loi narcotrafic qui arrive demain aussi à l'Assemblée nationale, un mot là-dessus, vous voterez contre Évidemment, parce que ce n'est pas une loi contre le narcotrafic. Ce n'est pas une loi contre la criminalité organisée sur les trafics de drogue, c'est une loi qui attaque massivement les droits fondamentaux du peuple français. Notamment, par exemple, reste dans le texte toujours l'interdiction de paraître dans certaines zones qui pourraient exister, voire même le fait d'expulser sur simple soupçon des gens des HLM, donc qui concerneraient des familles entières. Donc nous ne sommes pas d'accord avec cette méthode-là qui a montré maintes fois son échec, puisque depuis des années nous menons une politique de prohibition, que cette politique de prohibition n'a rien donné. Donc il faut d'abord assumer la légalisation du cannabis pour assécher les réseaux et faire de la prévention. Vous voulez la légalisation du cannabis ? Bien sûr. Et attendez, je continue là-dessus. Bien sûr, ensuite, il faut... Oui, comme le disent beaucoup de spécialistes, Madame Chabot. Ensuite, il faut s'attaquer au haut du spectre. Pas aux enfants, pas aux jeunes qui sont au haut du spectre. C'est ça qui est important. La criminalité organisée, cette prison qui concentrerait les 100 plus gros trafiquants, ça doit peut-être plutôt vous non, ça ne me plaît pas non plus. Mais juste, je termine là-dessus sur le haut du spectre. Savez-vous que dans le budget de M. Bayrou, qui est pire encore en termes d'austérité que le budget de M. Barnier, savez-vous qu'il y a 5000 postes de policiers, de police judiciaire supprimés dans ce budget-là. 5000 postes de police judiciaire, c'est-à-dire eux qui peuvent justement faire les enquêtes pour s'attaquer au haut du spectre. Le texte leur permet d'avoir plus de moyens, justement. Oui, quand vous venez de supprimer 5000 postes, ils en recréent combien ? Ils en recréent rien du tout. Il n'y a pas de moyens pour la police judiciaire. Il y a davantage de moyens, effectivement, pour les enquêteurs. Sur l'investigation, pour les enquêteurs. Avec 5000 personnes en moins. Faire moins avec plus, ça n'existe pas. Mais on n'arrive pas à comprendre, parce qu'au fond, il y a eu un consensus au Sénat, un rapport... Mais pas du tout à l'Assemblée, vous remarquerez, Madame Chabot. Oui, je ne remarque pas à l'Assemblée. Pourquoi ? Parce que la gauche de l'Assemblée n'est pas la gauche du Sénat. Alors, probablement, c'est vrai. Ensuite, parce que nous sommes attachés à la défense des droits fondamentaux et que nous ne pensons pas que c'est en attaquant les droits fondamentaux qu'on arrivera véritablement à lutter contre la criminalité organisée. Mais donc, je le dis, à l'Assemblée nationale, nous avons voté contre. Les communistes, les écologistes, les socialistes se sont abstenus sur son texte. Oui. Et on dit que s'il s'empirait encore, il pourrait même aller jusqu'à un vote contre. Donc, je crois que ce n'est pas complètement en dehors de propos de porter ce que portent des revendications, par exemple, de magistrats, de police judiciaire et autres qui disent « nous n'avons pas les moyens d'agir et ce n'est pas ce texte qui nous permettra de l'avoir ». Mathilde Panot, parce que l'on arrive dans les dernières minutes de cette émission, cette marche, cet appel à cette marche contre l'extrême droite et le racisme, le 22 mars prochain, samedi prochain si je ne me trompe pas. Tout à fait. Dans les rues de Paris et d'autres villes de France. Et cet appel accompagné d'un visuel qui a scandalisé, choqué, certains trouvant, l'écrivant tout simplement dégueulasse, celle de Cyril Hanouna, retouchée, qui fait très clairement référence à des caricatures des années 30.
Certains ont plaidé la maladresse chez vous. Gros malaise quand même au sein de la France insoumise. Première question que je vous pose, est-ce que vous regrettez d'avoir publié cette affiche? Je pense que cette affiche, en fait ce n'est pas une affiche d'ailleurs, c'est un visuel qui fait partie de plusieurs visuels qui ciblaient non seulement des personnalités d'extrême droite, mais aussi des relais d'idées d'extrême droite. Pascal Praud était cité, notamment le journaliste de CNews. Exactement, Trump et d'autres. Et donc, avec d'abord un appel à cette marche, nous l'avons immédiatement retiré. C'était un visuel qui date d'il y a 5 jours. Nous l'avons immédiatement retiré pour ne pas nuire à la marche, notamment parce qu'il y avait un parallèle qui était fait avec une affiche absolument immonde de l'extrême droite qui n'a rien à voir avec ce que nous portons comme message, parce que nous sommes des humanistes. Et que quand nous appelons à marcher avec 200 organisations, ce n'est pas la France insoumise seulement, avec 200 organisations contre le racisme et contre les idées d'extrême droite, nous ne sommes pas d'accord pour dire qu'il faudrait lutter contre un racisme en propageant un autre. Mais Mathilde Panot, on ne comprend pas comment c'est possible, comment ce visuel peut sortir. Qui peut... Alors, il y a une expression, on dit vous n'êtes pas inculte à la France insoumise, donc évidemment vous saviez que ça rappelle une autre affiche d'un film de 1940, bien entendu. Deuxièmement, si c'est fait sciemment, là c'est là qu'on vous traite des insoumis, on dit carrément c'est des salauds. Donc comment c'est possible et pourquoi il n'y a pas plus de réaction? Qui est responsable? Pourquoi c'est pas transparent? Alors il y a eu une réaction immédiate, Madame Chabot, puisque nous l'avons retiré. Ensuite, qui a validé? Comment on peut valider? Comprenez quelque chose qui est très important. Ce visuel faisait partie d'une série de visuels. Et je le dis, jamais la France insoumise ne ciblera une personnalité du fait de son appartenance religieuse ou de son origine réelle ou supposée. Est-ce que vous présentez ces excuses à M. Hanouna n'est pas sur cette affiche? Est-ce que vous présentez vos excuses? Monsieur Hanouna n'est pas sur cette affiche parce qu'il serait de telle ou telle confession. Il est sur cette affiche parce qu'il propage des idées d'extrême droite et donc il est le relais de ces idées d'extrême droite. Ça rappelle tellement une affiche de 1940 nazie, c'est impensable que quelqu'un chez vous, ça peut passer comme ça? Parce que ça a été fait sur l'intelligence artificielle, l'application Grok. Ce qui est une erreur, puisque nous interdisons l'usage de l'intelligence artificielle pour nos visuels. Mais je veux vous dire, quelle est la différence intrinsèque? Personne ne savait que ça rappelait... Mais écoutez, c'est un visuel qui a été enlevé quasiment immédiatement, qui depuis n'est diffusé que par l'extrême droite et par des médias à longueur de journée pour nuire à la France insoumise. Vous présentez vos excuses à Cyril Hanouna aujourd'hui? Mais écoutez, Monsieur Hanouna, qu'il se rassure, il n'est pas sur cette affiche pour sa confession religieuse, parce que nous n'en avons que faire et nous luttons contre toutes les discriminations qui seraient liées à la question de l'appartenance religieuse. Mais vous entendez qu'on ne vous croit pas et qu'on ne vous entende pas? Vous regrettez. Certains chez vous ont dit une maladresse, c'est pas une maladresse, c'est une faute. Oui, mais ce visuel a été enlevé. D'accord. Ce visuel a été enlevé. Donc, je le redis, nous, ce qui, moi, me déplaît dans la polémique qui est en train de faire, au-delà du fait que l'extrême droite la relaie complètement pour coller des étiquettes comme on l'a collé à plein d'autres d'ailleurs, ce qui me déplaît, c'est qu'on ne parle plus de la marche du 22 et que cette marche contre le 22 est nécessaire quand on voit les idées d'extrême droite qui continuent de progresser. Vous êtes sans doute responsable. Et j'invite LCI quand même à s'interroger aussi sur le nombre de fois où LCI a, par exemple, interroger M. Bardella, Mme Le Pen, sur les 2 groupes Facebook dans lesquels sont 15 députés du Rassemblement national avec les pires propos homophobes, et on les interroge. J'ai pas vu un seul extrait qui en parlait. On pourrait les interroger sur le fait qu'ils veulent interdire la viande cachère, sur le fait qu'ils vont inféoder l'extrême droite française à l'extrême droite américaine qui a juste interdit dans des milliers d'établissements, par exemple le journal d'Anne Frank ou encore la BD Maos qui parle de la Shoah. Alors si ça n'a pas été fait, ça le sera, en tout cas, comptez sur nous. Mathilde Panot. Et rendez-vous le 22 mars partout dans le pays, évidemment, pour lutter contre les idées d'extrême droite et tous les racistes, car nous sommes les gardiens de l'unité du peuple français. Le message est passé. Merci beaucoup. Restez avec nous dans LCI Midi Week-end. On reviendra évidemment sur ce bras de fer assumé du ministre de l'Intérieur vis-à-vis de l'Algérie. Merci Mathilde Panot. Merci Arlette Chabot.